Bonjour et bienvenue dans la chronique des Ciels et Marines. Je suis très content d'être avec vous et en plus on va pouvoir parler de la victoire récente du HAC. C'était un beau match et pour ce faire je suis accompagné de quelqu'un que vous connaissiez très certainement. Elle s'appelle Clémence et elle aime beaucoup le HAC. Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que cette émission va bien se passer. Voilà, je vais tout faire pour te mettre dans les meilleures conditions, comme Oussama Targaline au HAC avec Christopher Opéry qui a marqué, Mohamed Bayo. Merci, je vais essayer de faire l'émission aussi bien que Desma s'arrête les buts. Ouais, en plus qu'elle fait un clean sheet, donc il n'y a aucun problème pour l'émission, ça va bien se passer. On va commencer, on va évacuer le moins bon match, celui contre Brest la semaine dernière. Il faut en parler parce qu'il y avait quand même un contenu qui a été intéressant. Malheureusement, l'équipe a été inefficace. Qu'as-tu pensé de cette défaite courte contre Brest ? Alors honnêtement, ce que j'ai pensé de cette défaite courte contre Brest, c'est que en fait c'était la continuation de notre série de défaites pour nos Hackmen, mais cependant quand on regarde bien le match et tout comme on regarde les précédents, on ne déméritait pas, c'était surtout un manque de chance, surtout qu'on avait eu de très bons joueurs. On a eu une équipe très forte et très performante, dommage pour la défaite, mais en soi c'était pas un problème d'efficacité. Ouais, voilà. En plus, on a affronté Brest, qui est quand même deuxième, qui a vaincu de bonnes équipes avant. Ils avaient déjà battu l'OM dans son stade. Ils avaient battu Strasbourg aussi 3-0 à l'extérieur. Donc finalement, on peut se dire perdre que 1-0 chez eux à Brest, c'est pas non plus une mauvaise contre-performance. Oui, c'est même quelque part, j'ai envie de dire, un miracle parce qu'on s'est quand même très bien défendu par rapport au mastodon qu'est Brest, qui arrive à battre des équipes exceptionnelles. Donc ne perdre que 1-0, c'est une preuve aussi que notre défense, en soi, elle a assuré. Oui, on peut parler d'Etienne Youté qui prend pas mal d'importance ces dernières semaines, qui moi me plaît beaucoup dans son jeu. Toi, tu apprécies ce joueur particulièrement ? Alors, j'apprécie pas spécialement Etienne Youté, mais je dois reconnaître qu'il est vraiment très bon. Contrairement, par exemple, à un autre de nos défenseurs en ce moment, Yoris, qui est entre guillemets sur une mauvaise passe. Depuis ces derniers matchs, si on regarde bien, on remarque une baisse de sa performance. Il perd beaucoup plus de balles qu'avant. C'est vrai que moi aussi, c'est un joueur qui me plaisait beaucoup, surtout dans le registre défensif. C'est un joueur qui est très bon dans les tacles, qui a un bon impact physique, qui est très bon de la tête. Il a marqué à 2 reprises cette saison sur coup de pied arrêté, sur corner plus précisément. Et contre Brest, c'est lui qui relance, qui provoque la perte de ballon. Et derrière, Brest inscrit le but à la suite de cette action. Contre Toulouse, il a été mis en difficulté dans la relance. Bon, on va en parler. C'est vrai que Loris est en difficulté. Tu penses qu'il peut se relancer sur les prochains matchs ? Oui, moi je pense qu'il peut se relancer sur les prochains matchs parce qu'en soi, Yoris, ça reste un sportif comme un autre. Forcément, il y a des moments où la performance ça va baisser, mais j'ai bon espoir pour qu'il reprenne du poil de la bête très bientôt. Et quand on regarde aussi ses stats sur la saison, il a quand même joué 24 matchs sur 25 et a récupéré plus de 125 ballons, ce qui n'est pas rien. Et il n'a subi en soi que 4 fautes, ce qui n'est pas vraiment grand-chose sur plus d'une demi-saison. Donc honnêtement, je pense que oui, il peut bien se rattraper d'ici les prochains matchs. Et on va parler cette fois-ci d'un match plus positif que celui contre Brest. C'est la victoire contre Toulouse. J'ai été présent au stade, je me doute que toi aussi tu y étais. Évidemment, j'y étais. Pour ceux qui l'ignoreraient, je suis tout comme Cyril dans le COP. Je ne suis pas en COP bas, mais je suis en COP haut. D'accord. Et justement, moi aussi j'aime bien être en hauteur. On a un angle de vision plus important. Qu'as-tu pensé de la prestation de la victoire du HAC au-delà du succès 1-0 ? En soi, je pense que c'était aussi une très belle victoire. On a réussi à avoir 1-0, on a eu aussi une très bonne défense, en témoigne le clean sheet de Desmas. Mais c'est aussi quelque part une sorte de chance que l'on a eue aussi, encore une fois, puisque quand on regarde la performance de nos adversaires de Toulouse, ils n'étaient pas vraiment au top de leur forme. On a vu bien mieux pour eux dans la saison. Donc notre victoire est méritée, mais on a aussi eu pas mal de chance. C'est vrai que Toulouse ne m'ont guère impressionné. Ils avaient fait très forte impression en battant Lille, en battant Monaco. Si je me trompe pas, ils avaient battu Nice la semaine d'avant. Et c'est vrai que là, ils ont été assez faibles. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que la contre-performance de Toulouse n'est pas due au retour de nos milieux de terrain Daler Kouziaev et Oussama Targaline qui ont justement solidifié le bloc et ont permis à Toulouse de
d'être moins performant? Alors, oui et non. Je pense que tous les supporters du HAC ont été ravis dimanche dernier de revoir Krouziev sur le terrain. Mais quand on regarde aussi le jeu en règle générale, certes, ils ont été extrêmement utiles sur le terrain, on ne peut pas le nier. Mais on voit aussi que Toulouse, vraiment, même s'il n'y avait pas eu Krouziev sur le terrain, leur performance aurait resté mauvaise. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que j'ai sous les yeux tous les matchs qu'on a eu contre Toulouse depuis 1997. C'est la première fois qu'on gagne un match tout de même contre eux depuis plus de 20 ans. Donc je pense que bien que Krouziev soit pas étranger à cette victoire, ce n'est pas non seulement grâce à lui qu'on a gagné. C'était vraiment une contre-performance de Toulouse notable. Ouais, et c'est vrai, voilà, ils nous avaient habitués à bien mieux. C'est une équipe qui joue la Coupe d'Europe, et déjà l'année dernière ils avaient gagné la Coupe de France, et objectivement l'équipe de l'année dernière était bien plus forte. Toulouse a été affaibli par le départ de son entraîneur l'année dernière et de certains de ses cadres. Ce qui m'a beaucoup plu lors du match du HAC contre Toulouse, c'est tout de suite le pressing du HAC. Voilà, je pense que tu as en tête la première action de jeu où Toulouse relance, le joueur glisse en relançant. Derrière, le HAC a une grosse occasion dès la première minute de jeu. Voilà, il y a eu beaucoup d'occasions du HAC sur cette première période. Voilà, qu'as-tu pensé sur cette première période? Même si on ne marque pas, on a été très bon. Oui, on a été très bon sur le côté offensif, notamment par Casimir, Krouziev et Ayou. Ayou qui a bien failli nous marquer un but, il me semble, autour de la 22e minute. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, on a eu un très bon côté offensif. Vraiment, c'était une vraie bonne performance du HAC. Puis en seconde période, on a rien lâché. Et la lumière est venue de Christopher Opéry sur une très belle reprise de volée. J'ai eu la chance de le voir de près. C'était une frappe puissante. Le gardien de Toulouse, qui faisait un bon match justement, n'a rien pu faire. C'était quasiment inarrêtable. 1-0 et derrière le HAC a tenu. Toi, est-ce que tu as eu peur à un moment? Est-ce que tu as eu peur que Toulouse égalise, que la victoire nous échappe? Alors non, pas spécialement. En fait, j'ai une sorte de croyance, c'est que tant qu'on a Desmas dans les buts et que notre défense fait bien son travail, on peut pas se prendre de buts. On a un excellent gardien. On a vraiment un excellent gardien, à moins qu'on se soit pris un penalty. Pour moi, il y avait peu de chances que Toulouse nous marque un but. Et moi, j'ai une statistique sur Arthur Desmas. J'ai pas vu le classement après le match contre Toulouse, mais il y a quelques semaines, j'avais regardé le classement des XG de buts qu'on aurait dû marquer en fonction des probabilités et des buts qu'on aurait dû encaisser selon les statistiques. Et Arthur Desmas surperforme. À ce moment-là, le HAC avait encaissé 31 buts. Et d'après les statistiques, le HAC aurait dû en encaisser 40, ce qui veut dire que Arthur Desmas a sauvé à maintes et maintes reprises des buts encaissés. Arthur Desmas est bien meilleur que les statistiques. Et c'est vrai que c'est une chance pour le HAC d'avoir un gardien de haut niveau comme Arthur Desmas. Oui, et quand on regarde la différence entre le nombre de buts qu'il a encaissé cette saison contre le nombre de buts qu'il a arrêté, on est quand même à 29 buts encaissés pour 84 arrêts. Ce qui n'est vraiment pas rien, ça démontre l'excellence de notre capitaine. Notre gardien, excusez-moi. Oui, ça, j'ai dit que le HAC a encaissé 31 buts et aurait dû en encaisser 40. Voilà, Arthur Desmas en a encaissé 29, Gorgelin en avait encaissé 2 contre Reims, ce qui fait 31. Et oui, Desmas a empêché beaucoup de buts, comme tu l'as bien précisé. On va marquer une pause musicale et nous revenons juste après pour faire un point sur quelques joueurs qui ont brillé ou non contre Toulouse, et de faire un point de vue sur le classement et le calendrier. À tout de suite. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. There's no end to the lengths
dock or sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to. High and low. Do you know what it means to love you? I'm hunting high and low, and now she's telling me she's got to go away. I'll always be hunting high and low, only for you. Watch me tearing myself to pieces, hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to. For you I'll be hunting high and Vous écoutez bien Radio Vallée de la Lézarde et c'est la chronique des Ciels et Marines. On a parlé de la victoire dimanche dernier contre Toulouse. On va continuer d'en parler avec Clémence. Globalement, quels sont tes tops? On va d'abord commencer par tes tops sur cette rencontre. Alors, mes tops sur cette rencontre que l'on a jouée, c'était évidemment Christopher Opéry qui nous a Oui. donné le but de la victoire. Le retour de Daler Krouziev. Et enfin, mon troisième top, un peu impopulaire, je le sais, mais c'était quand même Mohamed Bayo. En top, Bayo? Oui, en top 3. Et c'est dommage, il a été un petit peu sifflé, un peu conspué lors de sa sortie contre Toulouse, ce qui est dommage parce que c'était une victoire, faut encourager nos joueurs. Et qu'est-ce que tu as aimé chez Mohamed Bayo sur ce match-là? En soi, ce que j'ai aimé sur Mohamed Bayo, c'était pas sa stratégie de jeu, puisque je ne peux pas mentir, il a fait une énorme contre-performance, c'est vrai. Mais en soi, il s'est pas mal défendu non plus. Même s'il n'a pas touché énormément de ballons, en soi, il arrivait bien à marquer les joueurs de Toulouse. Il a facilité plusieurs passes, malgré tout ce qu'on dit. Si on re-regarde le match, on observe que sans Bayo, on aurait perdu quand même beaucoup plus de ballons. Et là, on va parler de l'un de tes tops, Daler Krouziev, qui a fait son retour après 4 très longs matchs de suspension, une suspension vraiment sévère. Qu'est-ce que tu as aimé sur cette rencontre de Daler Krouziev? Tout simplement le fait qu'on a retrouvé en quelque part nos lettres de noblesse qui nous avaient été redonnées aussi par Ayou. Mais Daler Krouziev en tant qu'offensif est vraiment indispensable. On l'a vu sur les 4 derniers matchs, ils étaient extrêmement longs sans lui. On a enchaîné tout de même en 4 matchs en dehors de celui de Toulouse, évidemment 4 défaites voire nulles, mais on a bien vu qu'il nous manquait quelque chose dans notre attaque. Chose que nous donnait d'habitude Krouziev. Mais ce qui a été dommage, c'est que pendant ces 4 matchs, on n'a pas vraiment su le remplacer. C'est vrai, je suis d'accord, Yacine Keshta qui n'a pas été très bon sur cette période-là. Et l'une des grandes satisfactions pour moi, c'est le trident au milieu de terrain. Que ça soit Abdoulaye Touré qui a un excellent apport, je trouve, sur l'apport défensif, qui est capable de mettre des frappes de loin.
Targaline aussi qui a été très combatif, qui est bien revenu de blessure, puis Kouziaev bien sûr pour l'aspect technique, pour l'aspect créativité de jeu. Ça nous avait manqué. Depuis sa suspension, il n'y a eu que des défaites pour le Hack. Et là, c'est un retour gagnant pour notre joueur russe et on en est pleinement content. Je vais revenir sur l'aspect offensif. On a parlé de Bayo. Toi, qu'est-ce que tu penses du trio offensif entre Emmanuel Sabi, André Ayew, Mohamed Bayo? Est-ce que pour toi les trois sont complémentaires? Est-ce que les trois finalement ne se marchent pas un peu dessus? Qu'est-ce que tu en penses globalement? Non, moi je pense qu'en soi, ils se marchent pas tellement dessus que ça quand on regarde bien. Ayew nous a marqué beaucoup de buts, tout comme Sabi, mais ils sont tous les deux très bons en passes décisives aussi. Je pense qu'en fait, ils sont complémentaires, ne serait-ce que sur ce point-là. On a un de nos joueurs qui marque l'autre, une passe décisive, et ensuite on a notre buteur. C'est à peu près la technique qu'ils utilisent à chaque fois, mais on remarque que c'est une stratégie gagnante. Donc pour moi, non, ils ne se marchent pas dessus, ils sont extrêmement efficaces. Oui, c'est vrai que même si là les trois n'ont pas marqué, on peut se dire aussi qu'ils ont créé pas mal d'occasions. Bayo en a eu une, Ayew en a eu une. Voilà, il y a un problème d'efficacité. Je pense que Bayo, là, il a été critiqué après sa performance contre Toulouse. C'est un joueur qui a prouvé qu'il avait des qualités lors de la première partie de saison. Je pense que là, il est juste en manque de confiance. Là, pas de chance, il touche le poteau contre Toulouse. Je pense qu'il lui faut un déclic à Bayo. Oui, je pense aussi. Et quand on regarde le déclin de la performance de Bayo, c'était depuis son penalty raté en début de saison. On a vu que progressivement, ensuite, son jeu s'est dégradé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de répercussion sur lui qu'il aurait pu avoir à l'entraînement ou même psychologiquement? Il a raté un penalty qui aurait pu nous apporter une victoire. Mais en soi, c'est dommage. Ce serait bien qu'il se reprenne rapidement parce qu'il nous a déjà montré, ne serait-ce que la saison dernière et même cette saison, qu'il est un excellent joueur, qu'il sait créer des occasions, il sait marquer. C'est juste qu'en ce moment, il est dans une très mauvaise passe. Ouais, et puis même avec Clermont, qui va retrouver d'ailleurs dimanche, on va en parler. Contre Clermont, il avait déjà fait une saison en Ligue 1, il avait mis une dizaine de buts, donc c'est un bon joueur. On peut parler aussi de la petite altercation qu'il y a eu lors de sa sortie il y a quelques semaines contre Reims, où il a été conspué, c'était un peu tendu entre un supporter. Voilà, on espère de tout cœur que Bayo va retrouver le chemin des filets et nous rapporter de précieux points pour la course au maintien. On va parler du calendrier du Hack. Voilà, un match contre un adversaire direct, une équipe qui est en grande difficulté, qui est dernier actuellement, mais une équipe à ne pas sous-estimer parce que c'est une équipe qui a prouvé sa valeur en Ligue 1. C'est Clermont. On va les recevoir, on va aller chez eux à 15h dimanche, si vous voulez pas rater le match, sur Amazon Prime, Clermont Le Hack à 15h. Ce match, qu'est-ce que tu en penses? Il t'inquiète un peu? Tu penses que Clermont va tout tenter pour sauver sa peau ou t'es plutôt en confiance parce que le Hack ressort d'une victoire et que Clermont est dernier? Alors honnêtement, je dirais pas que je suis confiante, ce serait un mensonge. Mais bien que Clermont soit dernier, en ce moment c'est la course au maintien. Mine de rien, la fin de saison elle approche, elle est dans 2 mois. Donc je pense que non, vraiment, il va falloir se battre des deux côtés pour le maintien. Autant Clermont, ils vont vraiment essayer d'aller chercher des points. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que effectivement, même si on ressort d'une victoire, généralement après une longue série de défaites, quand le Hack gagne un match, le suivant, généralement, il n'est pas terrible puisqu'ils ont tendance à se reposer sur leur laurier quand ils reprennent une série de victoires. Donc je pense qu'il faudra faire très attention à ça et qu'il ne faudra pas partir gagnant pour ce match. C'est très intéressant, c'est une bonne statistique. Le Hack a gagné 6 matchs cette saison, mais jamais 2 fois de suite. C'est vrai qu'il y a souvent, après une victoire, il y a souvent eu un match nul ou une défaite. Et le Hack souvent se reprend après une mauvaise passe. Contre Clermont, en plus, là, si je fais un point de classement niveau tête, la place de barragiste est occupée par Nantes, qui occupe 25 points. Clermont possède 17 points. Pour Clermont, c'est le match de dernière chance. S'ils perdent, ils seraient définitivement en Ligue 2. Enfin, je ne vois pas comment ils pourraient surmonter un tel retard s'ils venaient à perdre ce match. Clermont va tout faire pour gagner ce match parce que c'est leur match de la dernière chance. Donc un match vraiment difficile, un match piège pour le Hack, c'est ce que j'en pense. C'est aussi ce que j'en pense, c'est un match piège, il va falloir se montrer tout de même très méfiant. Et il faudra aussi bien assurer au niveau de la tactique. Je pense que mettre nos meilleurs offensifs dès le début du match ne serait pas forcément une très bonne option. Je pense qu'il faudrait en garder en réserve. Un match, c'est 90 minutes, c'est long. Je pense qu'il faudra vraiment faire de la réserve là-dessus. Et surtout que lorsqu'on regarde nos versus depuis 2003 contre Clermont, on est tout de même à 10 matchs gagnés
pour 16 matchs perdus, ainsi que 10 matchs nuls. Ce qui prouve quand même que historiquement, contre Clermont, on n'est pas spécialement très performant. Donc je pense vraiment qu'il va vraiment falloir se montrer extrêmement vigilant du côté de nos Hackmen. Surtout que dans la situation actuelle pour Clermont, ils vont vraiment tout faire pour remonter au classement. Ouais, c'est une équipe qui ne nous réussit pas tant que cela. Et le dernier match en date, alors c'était un match paradoxal, je m'en rappelle l'avoir vu. On mène tout de suite, assez rapidement 2-0. Bayo qui avait marqué son premier but d'ailleurs. Alioui qui avait marqué, si je ne me trompe pas. Oui, c'était Alioui. Il n'est plus là, donc ça nous ferait un but en moins déjà. Et je me souviens qu'après nos 2 buts, Clermont avait réduit la marque. Et le match avait été très pénible. Ils avaient réussi à nous mettre en grand danger. Ça avait été un peu une victoire très difficile. Là, ça va être à Clermont, donc ouais, je suis pas les plus rassurés encore. Moi non plus, surtout que lorsque l'on regarde le match aller que l'on a fait le 24 septembre, le dernier but, si je ne dis pas de bêtises, le but de Clermont, ils l'ont marqué pendant les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. C'était vraiment en dernière minute. Surtout que lorsqu'on regarde sur un match type du HAC, on est extrêmement performant les 20 premières minutes et après ça se dégrade au fur et à mesure. Et pendant les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, on est beaucoup moins vigilant. Ça s'est un peu ressenti aussi contre Toulouse. On a démarré tambour battant, tout de suite on a mis en place un grand pressing. On s'est procuré des occasions très rapidement. Et puis il y a eu un peu un trou d'air sur la fin de la première mi-temps, début de seconde. Heureusement qu'on s'est repris après. Mais oui, c'est vrai, c'est un bon point que tu soulèves. On va marquer une seconde pause musicale, puis on fera un point sur le classement. Voilà nos chances de se maintenir parce que c'est la priorité du HAC pour cette fin de saison. Et on parlera ensuite du calendrier à suivre pour pour le HAC en général. À tout de suite. Je vous aime, adieu, ce sera bien mieux comme ça. Je veux garder ce feu qui loin de vous me survivra. Je vous aime vraiment, mais je peux pas rester là. Le monde est tellement grand que je m'y perdrai dans vos bras. C'était écrit ce qui se passe entre nous. On rêvait d'infini, mais c'était pas pour nous. C'était écrit, mais façon tout. Dites-moi juste oui, je m'en remets à vous. Je vous aime, adieu. Donnez-moi un jour des nouvelles.
sommes de retour pour la chronique des Ciels et Marines. On va parler de notre club bien aimé, le HAC. On va faire un point de vue du classement parce qu'on ne vous l'a pas précisé encore. Je voulais réserver cela pour la 3e partie d'émission. Voilà, je veux que cette partie soit trépidante et qu'on analyse les chances du HAC de se maintenir. Voilà, la victoire contre Toulouse nous remet dans une bonne position. Clémence, on est 12e au classement. On a repris un peu de points d'avance sur la zone de barragiste parce que juste avant le match contre Toulouse, on était barragiste suite à la victoire de Montpellier. Heureusement que cette victoire nous permet de repasser devant Strasbourg et Lorient. Toi, quand tu vois le classement là en ce moment du HAC, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je pense, là, je vais me répéter un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant la pause, que le match de dimanche, il va être décisif. Quand on regarde le nombre de points d'écart que l'on a, on est à 2 points du club barragiste tout de même, ce n'est pas rien. Donc, il suffirait que les 2 personnes en dessous de nous, qui sont actuellement à Montpellier et Strasbourg, fassent un excellent match ce week-end pour que l'on se retrouve à nouveau barragiste. Donc, il va vraiment falloir se méfier. Si l'on gagne, pour rappel, une victoire en Ligue 1, c'est 3 points au classement. On passerait potentiellement à la 11e place. On augmenterait d'une place. Pour l'instant, cette 11e place, elle est occupée par Toulouse. Toulouse que l'on a affronté dimanche dernier avec 29 points. Nous sommes à 27 points actuellement. Donc c'est extrêmement serré. Rien n'est joué pour nos Hackmen encore. C'est ça. Petite précision, Toulouse reçoit l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, le 11e, donc contre le 10e. Alors même si Toulouse venait à gagner et que le HAC venait à gagner, on resterait 12e en cas de victoire si Toulouse gagne, mais on se rapprocherait à un point de Lyon. Mais voilà, on va surtout regarder derrière parce que c'est le plus important. Voilà, comme tu l'as bien précisé, on a 2 points d'avance sur la zone de barragiste et 4 finalement sur la zone de relégable, l'avant-dernière place. Donc il faut aussi se méfier de Metz. On va faire un point de vue sur le calendrier pour nos concurrents directs. Alors on a un peu de chance, c'est plutôt corsé pour nos adversaires directs. Montpellier va jouer contre le Paris Saint-Germain. Bon, même si le PSG est un peu moins bien, ils ont une belle avance, on espère que Paris va quand même l'emporter, ce qui nous arrangerait bien. Nantes, qui est barragiste, va affronter le 14e Strasbourg. Donc on peut être dans une situation où les 2 équipes se neutralisent. Et Lorient, qui est 15e, qui est à 2 points de nous, va à Monaco. Pareil, on espère que la logique va être respectée et que Monaco réussira à gagner. Et le HAC, finalement, un calendrier un peu plus confortable. On va à Clermont. Alors voilà, ce n'est pas un match facile, mais ça reste quand même mieux que d'affronter Monaco ou Paris. Ensuite, derrière, on en parlera lors des prochaines émissions, mais on va recevoir Montpellier. Plus tard dans la saison, on affrontera Strasbourg, Nantes. On aura l'avantage du terrain. On jouera Metz aussi, encore une fois chez nous, Stade Océane. On a un calendrier plus abordable et surtout, ce que je me dis, c'est que le mois de mars et le mois d'avril sera tendu. On va affronter que des adversaires du bas de tableau. Toi, ça t'inquiète ou pas tous ces matchs, toutes ces grosses échéances, Montpellier, Metz, Nantes? Alors en soi, oui. Quand on regarde le calendrier, par exemple, sur nos 3 prochains matchs qui, dans l'ordre, seront Clermont, Montpellier puis Lens, c'est vraiment le moment où on va devoir être très bon, puisque lorsqu'on regarde nos adversaires suivants, par exemple, j'ai le calendrier sous les yeux, mais fin avril, on va au Parc des Princes pour affronter Paris Saint-Germain. J'espère que nos Hackmen auront pris une bonne avance par rapport aux barragistes. C'est important de prendre des points. C'est très important, puisque bien que l'on se soit bien défendu au match aller contre Paris malgré une défaite, ça peut très vite mal se jouer pour nos Hackmen. Donc il va vraiment se falloir montrer extrêmement méfiant, puisque ensuite le match d'après sera contre Strasbourg qui nous a éliminés en Coupe de France d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il va, je le répète, mais vraiment se montrer extrêmement c'est vrai que là, maintenant que tu montres le calendrier, c'est important de prendre les points contre ce week-end contre Clermont, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Metz, parce qu'après c'est des matchs à Paris, à Nice, à Lens encore, puis on finira contre Marseille qui est sur une très bonne série. Donc c'est vrai qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers et il va être très important de prendre des points. J'ai une petite question, approximativement. On compte 27 points, le barragiste est à 25 points, il reste 9 matchs encore cette saison. Tu penses que pour être hors barragiste, au-dessus de la place de barragiste, il faut combien de points à peu près? Moi je dirais entre 35 et 38. Oui, je serai sur la même longueur d'onde, même si pour moi je pense qu'on n'arrivera pas à ces 35-38. Je pense qu'on pourra plus se jouer sur du par exemple 35. Pour moi ça me paraît beaucoup plus jouable, mais 35 points, ça peut potentiellement nous sauver, sûrement in extremis,
de la relégation en Ligue 2. Après 14 ans en Ligue 2, on est enfin monté en Ligue 1. On aimerait y rester. Oui, et c'est un point auquel aussi je veux t'interroger. Quand on voit toute cette ferveur que là, on a fait 22 000 places, je crois, contre Toulouse, voilà, faut surtout pas qu'on descende parce que quelque chose est en train de se créer au Havre, que ce soit niveau tribune, ambiance, les gens qui retournent au stade. Voilà, une descente ferait non seulement partir nos meilleurs joueurs, et puis le stade perdrait en affluence. Donc c'est vrai que c'est très important que l'on se maintienne. Oui, et pour l'affluence en stade, j'ai bien suivi la Ligue 2 l'année dernière, bien que on ait fait une excellente série, quasiment aucune défaite la saison dernière. Le stade n'était pas vraiment plein. Je me souviens même d'une fois, c'était il y a plusieurs années, je n'avais que 11 ans, en 2017, où on n'avait pas fait plus de 2000 entrées sur un match de Ligue 2. Alors que là, on a multiplié par 10 l'affluence. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se créer au Havre. Je vois de plus en plus de supporters fiers d'être supporters, même dans mon cercle social. Quand je vais à l'université, j'en vois de plus en plus. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, je le sens. On peut également le voir aussi. Avant, on n'aurait pas imaginé une nouvelle boutique de goodies du Havre, autre qu'à la boutique du Stade Océane, mais on a bien vu, il y en a de nouvelles qui ouvrent au Havre. Je pense notamment à celle de Coty qui a ouvert, il me semble, il y a quelques semaines. Mais je ne serais pas étonnée, par exemple, qu'il y ait une collaboration avec plus de marques. Par exemple, pourquoi pas une collaboration entre LH et le Stade Océane. Oui, c'est pertinent. Oui. Puis c'est vrai, 14 ans d'attente, ça faisait long pour les supporters. Et puis c'est même agréable quand on va au stade. Voilà, on joue le PSG, Monaco, Nice, Lyon. Et justement, cette saison, on a réussi quand même à battre Lyon, à battre Nice. C'est quand même des bons souvenirs pour les supporters, pour ceux qui viennent au stade. Ça remontait à loin, les victoires contre Nice, contre Lyon en Ligue 1. Même contre Toulouse aussi, ça fait plaisir de les battre. Première victoire depuis 97 contre Toulouse. Ouais, voilà, c'est vraiment une série qui a été brisée cette saison, et c'est vraiment positif. On va faire un petit point brièvement sur l'équipe féminine. Malheureusement, au dernier match, elles se sont inclinées 3-2 contre le Paris FC. J'en avais parlé lors de la dernière émission. C'est dommage parce qu'on menait 2-0. Par l'intermédiaire de Ben Yaya, on menait 2-0 à la pause et on s'est pris 3 buts dans la dernière demi-heure. On s'incline. En plus, on a eu plus de tirs, c'est regrettable. On n'a pas démérité sur le plan offensif. Tu regardes un peu l'équipe féminine du HAC ? Je suis beaucoup moins l'actualité que l'équipe masculine, je l'avoue, mais je suis tout de même un petit peu. Notamment le classement, c'est ce que je suis le plus dans l'équipe féminine. Voilà, sur le classement, bon, on reste à bonne longueur de la zone rouge. Bordeaux, l'équipe dernière, est 7ème, Lille 8 points, on a 15 points, donc on a une avance un peu confortable quand même pour la zone rouge. Et le prochain match, alors voilà, dimanche 17 mars, c'est le match à ne pas manquer sous aucun prétexte pour tous les amoureux du HAC. Match d'abord à 15h à Clermont pour le cadre de la Ligue 1 masculine, et enfin au stade Océane, le HAC contre Montpellier le 17 mars à 21h. Voilà, garçon-fille, tout le monde sera servi. On va finir sur un pronostic du match. On a parlé un peu Clermont-Le HAC. Toi, quel est ton pronostic pour terminer l'émission ? Mon pronostic sur l'équipe féminine ou masculine ? Bon, les deux comme tu le sens. Alors, sur l'équipe masculine, mon pronostic à moi, ce serait une victoire 2-1 du HAC. Pour l'équipe féminine ? Oui. D'accord, contre Montpellier. Oui, contre Montpellier. Et contre Clermont ? Et contre Clermont, je dirais une victoire, mais une victoire courte. Je pronostique 1-0. D'accord, bah écoute, moi je suis preneur pour un tel scénario. Moi aussi, je vois le HAC l'emporter contre Clermont, 2-1 ou 1-0, ou alors un match nul dans le pire des cas. Et pour l'équipe féminine du HAC, je suis un peu plus sceptique parce que Montpellier est une équipe bien placée. Mais voilà, comme on est à la maison, allez, un petit match nul, ce serait bien. Oui, on espère d'ailleurs que vous serez au stade dimanche à 21h pour bien supporter nos joueuses. Bien sûr, c'est important de soutenir l'équipe féminine. Je suis déjà venu à un match et c'est vrai c'est important de mettre un peu d'ambiance. Je voyais que les supporters essayer d'encourager le mieux possible l'équipe féminine. C'est une équipe qui est sur sa 2e saison consécutive en D1. Elles sont bien parties pour de nouveau se maintenir, donc il faut être de tout cœur avec eux. Oui.
Écoute Clément, c'était un plaisir pour moi de partager l'antenne avec toi, de parler C'était un du hack. plaisir aussi. J'espère qu'il y aura de nouveau l'occasion d'en parler. Voilà, pourquoi pas dans 2 semaines, parce que là il y a la trêve internationale juste après ce week-end. Donc on reprendra dans 2 semaines pour parler des matchs dimanche et du match à venir contre Montpellier. Voilà, je vous souhaite une très belle journée sur RVL. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la chronique des Ciels et Marines. Et pour sa première, je laisse le mot de finale à Clémence. N'oubliez pas de bien supporter nos hackmen et surtout nos joueuses de l'équipe féminine. On a de très gros matchs à venir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et n'oubliez pas, les vraies couleurs, ce sont ciel et marine. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. J'ai remis en état ton portrait sur le mur à l'entrée. Y'a que toi que je peux voir en peinture. Je te ferai du plat. Je suis bonne cuisinière. Je ne ferai plus que ça de ton corps si nécessaire. À mon cœur, mon âme, sweet âme, il faudrait faire l'amour et la poussière pour que tu plonges mon âme, sweet âme. Laisse-moi faire l'amour et la poussière, passer l'éponge sur tes envies de toucher le cœur anonyme des poupées trop gonflées par la fronde et la frime. Oublions-la, nos ex, les moutons sous le lit, laisse un goût de latex qui nous passe comme l'envie, qu'il nous laisse pour ça mon âme, sweet âme. Il faudrait faire l'amour et la poussière, le ménage en grand, mon âme, sweet âme. L'endroit, l'envers, je suis bonne à tout faire, sage comme un mouton blanc. J'ai trouvé tout à l'heure près du téléphone le nom d'une personne, ça doit être